Je viens de la restauration, donc je veux dire, je suis ouvrier de base. Donc c'est vrai que j'ai gardé ça. J'ai gardé que quand je vais en clientèle, je parle comme j'aimerais qu'on me parle au fait. Tu vas voir la banque, ça se passe en général bien ou un peu moins bien. Quand vous venez chez des courtiers, nous, le but, c'est vraiment de faire l'affaire. Et puis on va regarder le portefeuille complet. Le but, c'est qu'on fasse cette affaire, que vous deveniez propriétaire et puis que vous puissiez être content à la fin. Le but pour moi, c'était de séduire des jeunes qui ne peuvent peut-être pas acheter aujourd'hui. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. On se rend compte qu'en faisant une petite planification, dans 2-3 ans, ils pourront acheter. Salut Alex, j'ai le plaisir de te recevoir aujourd'hui pour ce podcast. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Alex, je te connais depuis maintenant quelques années. J'ai pu te rencontrer grâce à des amis qu'on a en commun qui bossent dans des grandes compagnies d'assurance. Je t'ai rencontré à un moment de ma vie où c'était chaud et tu m'as ouvert les bras assez facilement. Tu partages des valeurs humaines que je respecte énormément. Tu es aussi papa de 3 filles, je viens de l'apprendre, donc, comme moi. Donc on a quand même certains points communs aussi. Et puis moi, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter, explique un petit peu ce que tu fais, ton parcours, comment tu as commencé, par où tu es passé, et puis comment on en est arrivé là aujourd'hui, s'il te plaît. Ben, moi, pour la petite histoire, je viens de la restauration de base. J'ai 46 ans. Donc, j'ai fait 10 ans de restauration. J'ai fait un CFC de cuisinier. Et puis, j'ai commencé l'entrepreneuriat en 98 en ouvrant un restaurant avec mon papa. Et puis, c'est vrai que j'ai toujours aimé un peu les défis, l'entrepreneuriat, les responsabilités. Et puis, vraiment se remettre toujours en question. Donc là, j'ai fait 10 ans de restauration. J'ai fait la patronne des cafetiers. J'ai été gérant. Et puis, en 2005, j'ai pris ce virage. J'ai commencé dans le courtage en assurance. J'ai commencé dans une boîte de courtage. Mais comment ? T'as rencontré quelqu'un ? En fait, j'avais des amis qui bossaient dans les compagnies d'assurance qui me disaient, mais écoute, toi, avec le bagou que t'as, tu parles bien, t'as la tchatch, t'es à l'aise avec les clients et tout. Si t'es prêt à te former là-dedans, il y a peut-être possibilité de faire quelque chose. Et c'est vrai que moi, à la restauration, j'en avais marre. Ça faisait 2-3 ans que je travaillais dans le monde de la nuit. Donc, c'est quand même très pénible, c'est lourd. Et puis, les horaires et tout, c'est chaud, non ? Les horaires, c'est quand même chaud, puis la fatigue et tout. Puis, c'est quand même pas un milieu où financièrement, j'ai eu ma première fille en 2005. Donc, à partir de là, je me suis dit, bon, je vais me réorienter. Et juste possibilité, donc j'ai commencé chez un courtier, vraiment à la dure, marché froid et tout. Donc, chez un courtier, même pas dans une compagnie ? Non, chez un courtier. Et j'ai fait 3 ans, jusqu'en 2008. Et après, en 2008, j'ai commencé chez AXA, sur la côte. Pleine crise en plus, 2008. Voilà, complètement. Mais on avait justement des taux qui commençaient à être pas mal. Et j'ai commencé sur la côte. Et puis là, c'est vrai que les gens, il y avait un gros potentiel par rapport au financement hypothécaire. Je faisais beaucoup prévoyance et financement hypothécaire. J'ai fait 2 ans et après en 2010, j'ai dit j'arrête, j'ouvre une boîte à moi. J'ai ouvert cette boîte avec un associé, AF Consult à l'époque, à Crissier, que j'ai toujours. Et puis j'ai commencé comme ça à ouvrir ma première boîte. On faisait surtout gestion d'assurance non-vie. On a continué à faire les finances hypothécaires et la prévoyance. Donc voilà, Bibroker est arrivé en 2016. Quand j'ai déménagé en Valais, j'ai ouvert Bibroker. J'ai commencé en premier Bibroker avec une application en ligne qui permettait aux gens de gérer tout leur portefeuille d'assurance. Sur l'application sur le téléphone. Voilà, donc ça c'était pas mal. Donc ils avaient vraiment leur portefeuille d'assurance sur leur Natel. Donc ça c'était cool. Donc ils avaient vraiment tout. Il y avait l'échéancier, tout était informatisé. Beaucoup de travail, beaucoup de développement, beaucoup d'investissement. Ouais, j'allais dire l'investissement, lourd. Énormément, énormément, très lourd. Et puis après il y a eu le Covid. Donc là, avant le Covid, on avait une jolie petite équipe. On était 7-8 personnes. C'était intéressant, ça marchait bien. Après, il y a eu le Covid. Et là, pendant le Covid, j'ai vraiment tout remis en question. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Portefeuille d'assurance non-vie, ça prend beaucoup de travail, comme tu le sais. Et puis, à partir de là, je me suis plus réorienté sur... Je suis revenu plutôt sur les financements hypothécaires. Et puis, je voulais effectivement arrêter les call centers. Ces call centers, j'en avais marre. Les gens en ont marre de se faire appeler, tout ça et tout. Donc, je voulais... Mais tu as développé toi-même le call center ou bien tu es passé par des call centers qui existaient déjà ? Non, alors j'avais un call center chez moi. J'avais des téléphonistes qui bossaient dans mes locaux. Et souvent, on faisait du téléphone sur notre portefeuille. On essayait d'avoir des listes pour le marché froid et tout ça. Mais c'était vraiment une approche qui ne me plaisait plus. Donc voilà. Et après Covid, j'ai réfléchi à cette solution. Je me suis dit, je vais revenir dans les finances hypothécaires. C'est toujours un domaine qui m'a plu, de cette concrétisation, de pouvoir aider les gens à devenir propriétaires. C'est super intéressant. Les accompagner. Voilà, les accompagner de A à Z. C'est vrai qu'il y a une satisfaction qui est quand même présente et puis c'est vraiment beaucoup plus gratifiant. Et puis, les réseaux sociaux, ils sont arrivés depuis bientôt 1 année et demie. Puis c'est vrai que c'est des canaux qui me permettent de me montrer et puis de rendre les gens curieux. Et puis de ce fait, ça m'amène des clients. Et puis voilà. Donc maintenant, aujourd'hui, Bibroker, on est une petite équipe. On fait
du financement hypothécaire sur toute la Suisse romande. Et puis, on a un bureau en Valais. Je suis présent sur Lausanne aussi. Et puis, voilà, on est présent un peu partout. Ouais, parce que tu fais aussi des vidéos justement sur les réseaux sociaux, Insta, TikTok. Insta, TikTok, Facebook et puis sur WhatsApp. Ouais, le format est cool. Moi, j'apprécie vraiment ce que tu fais, en tout cas. C'est sympa. Ouais. Mais justement, c'est ça qui est cool. C'est que quand je voulais t'inviter pour le podcast, j'ai regardé un petit peu avec mes équipes. Et puis j'ai dit, bon, voilà, je connais un gars. Son format est super sympa. C'est pas tout à fait le même. On fait exactement la même chose parce que tu fais aussi du financement hypothécaire. Mais comme j'ai toujours dit, le soleil brille pour tout le monde. Et puis toi, tu m'as dit une jolie phrase avant. Il y a assez de boulot pour tout le monde. Comment tu m'as dit ça ? Oui, qu'il y a bien assez de place pour tout le monde. Voilà, il y a de la place pour tout le monde. Parce qu'on sait effectivement le volume que les banques font. Voilà. Nous, en tant que courtier en financement hypothécaire, on a de loin pas ces volumes-là. Mais donc, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Et c'est vrai que les gens ont encore l'habitude d'aller voir leur banquier directement. Et souvent, ça arrive qu'ils reviennent après chez nous en disant « Ah, mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver une solution ?» Donc voilà, donc il y a assez de place pour tout le monde, évidemment. Ouais, j'ai eu le cas hier, justement. Hier, j'ai un client là, qui m'appelle. Puis il me dit « Écoute, Albert, j'avais fait tout le budget avec lui. Il ne savait pas s'il pouvait acheter. Donc, je fais le calcul du budget. Je lui dis « Voilà ce que tu peux acheter. » Il trouve le bien. Puis là, il me dit « Écoute, le promoteur me dit d'aller voir la banque qui finance la promotion. Parce que c'est quand même le premier pas qu'il faut faire. Souvent, les promoteurs, ils aiment faire ça, hein, c'est normal. Et puis, je dis, pas de problème, va les voir. Il revient, il me rappelle, il me dit, ouais, mais est-ce que, s'il te plaît, tu peux t'occuper quand même? Je dis, bah, tu vois, c'est la preuve. Tu vas voir la banque, ça se passe en général bien ou un peu moins bien. Et puis, il y a plein de paramètres qui ne rentrent pas en ligne de compte avec le banquier. Quand vous venez chez des courtiers, nous, le but, c'est vraiment de faire l'affaire. Et puis, on va regarder vraiment le portefeuille complet. Le but, c'est qu'on fasse cette affaire, que vous deveniez propriétaire, les clients, et puis que vous puissiez être content à la fin. C'est tout storytelling, les accompagner, etc. Moi, je trouve que c'est ça le plus magique. Complètement. Et puis, c'est vrai que souvent, c'est ce qu'on explique aux clients et ce que j'explique aussi dans les vidéos, il n'y a pas qu'un taux, en fait. Il n'y a pas qu'un taux. C'est que le sommet de l'iceberg, ça. Bah voilà. Et puis la plus-value qu'on amène, comme tu le dis, c'est toute la planification derrière, assurance décès, se couvrir en cas de problème de santé, et puis les accompagner chez le notaire. Et puis souvent, ce que le banquier ne va pas faire non plus, parce que ce n'est pas son job, c'est de dire, voilà, mais en cas de décès, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'autre personne va pouvoir garder le bien? Donc on a toute cette préparation qu'on fait en amont avec les clients, les rassurer. Donc voilà, donc on peut amener un conseil qui est quand même assez intéressant. Donc ça, c'est assez chouette. L'analyse de prévoyance, tu l'as fait vraiment souvent, systématiquement aussi. Systématiquement. Décès, qu'est-ce qui se passe? D'autant plus s'ils achètent à deux, bien sûr, s'il y a des enfants, une famille. Et puis les protéger aussi, et ça, je mets vraiment un point d'honneur dans mes vidéos, les protéger quand ils achètent à deux devant chez le notaire. Parce qu'en cas de séparation, qu'est-ce qui va se passer? Qui c'est qui prend quoi? En cas de décès, c'est une catastrophe, on le sait. En cas de décès, on peut se retrouver avec l'autre famille qui vient, surtout s'ils ne sont pas mariés. L'autre famille qui vient, qui dit voilà, mais en fait, l'héritage, il nous appartient, qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est une cata. Donc voilà, donc le but, c'est vraiment de les orienter au mieux, de leur donner toutes les informations. Après, ils font ce qu'ils veulent, on les accompagne, et puis voilà. Les notaires, tu as des notaires avec lesquels tu as l'habitude de travailler. En général, tu ne te mêles pas forcément de cette partie-là. Non, alors j'ai des notaires avec qui j'ai l'habitude de travailler. Et puis, je peux les orienter chez des notaires que je connais. Donc ça, c'est cool. Ça peut être intéressant pour tout le monde. Parce qu'évidemment, les discussions sont beaucoup plus fluides, c'est beaucoup plus simple. Mais après, il y a pas mal de clients qui ont des contacts de notaires avec qui ils veulent travailler. Puis comme tu dis, il y a aussi des promoteurs qui viennent avec leur notaire, comme par hasard. Et puis, non pas seulement avec la banque. Donc voilà. Donc après, voilà, nous, on est quand même là, comme tu le fais toi très bien aussi. On va quand même les accompagner jusqu'au bout, chez le notaire et tout, pour leur donner vraiment toute l'information. Ouais, c'est stylé ça. Ouais. Et puis du coup, avec les banques, comment ça se passe? Les contacts, ça fait longtemps, tu les as tissé des liens, tu as des conventions avec tout le monde. Tu fais comment, toi, dans ton quotidien? Alors, c'est vrai qu'avec eBroker, j'ai créé eBroker en 2016. On a commencé ces relations pour les financements hypothécaires avec des banques, beaucoup en Valais. Après, on a commencé à développer un peu partout. Donc après, je crois qu'aujourd'hui, on a environ 25-30 partenaires. On n'a pas, évidemment, pas tous les partenaires, mais derrière. Mais c'est la discussion qu'on avait avant. Ça nous arrive même d'amener chez des partenaires avec qui on n'a pas des conventions. Mais il s'avère que c'est ce partenaire-là qui va être le plus intéressant pour les clients. Et puis on l'amène aussi. Donc voilà. J'aimerais revenir sur ce point. Ça, c'est super important. Pas tout le monde le fait. Moi, j'ai regardé un petit peu au niveau des concurrents. Certains, si tu n'es pas payé sur l'hypothèque, ils ne travaillent pas avec eux. Et en fait, tu te fermes la porte. Je ne sais pas combien de fois ça t'est arrivé, mais moi, en tout cas, ça m'arrive relativement souvent. J'ai des banques avec lesquelles, c'est pas qu'elles ne me commissionnent pas moi, mais elles ne commissionnent personne. Et tu viens de le démontrer aussi. Mais pour le client, c'est certainement la meilleure porte. Et nous, on va quand même travailler là-dessus. Parce qu'on veut vraiment l'amener à bon port, avec toute la panoplie de bonnes solutions qu'il a. Moi, je dis toujours à mon client, j'ai pas envie que demain, tu me dises « Hé Albert, tu savais que la banque X, elle avait des meilleures conditions,
puis tu as fait exprès de m'amener sur la banque Y parce que tu touchais une com. C'est clair. C'est transparent avec le client. C'est clair. Et ça tu le confirmes aussi. Hein. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Puis c'est vrai que nous, qu'on est professionnels dans cette branche-là, on sait quels sont les ratings que les banques vont utiliser. Et on sait qu'il y a certaines banques qui vont utiliser d'autres ratings. Et quand on voit le dossier arriver, souvent on essaye un peu à quelques portes qu'on connaît, on essaie de négocier les meilleures conditions. Puis si on voit que les conditions ne sont pas intéressantes, on sait au fond de nous que cette banque-là, qui n'est pas partenaire chez nous, tous les voyants seront envers chez eux et le dossier pourra passer. Donc à partir de là, on ne peut pas juste se contenter de dire écoutez, non, il faut aller chez eux, les conditions ne seront pas intéressantes quand on sait qu'il y a cette solution. Ouais, le rating, voilà. les notes du dossier, les fameuses notes qu'on donne aux clients, parce qu'ils ne se rendent pas compte, les gens. Mais on vous note, les clients. Les banques vous notent en disant voilà, vous êtes un super dossier, vous êtes un rating top, et puis du coup, vous aurez les meilleures conditions possibles qu'on peut vous offrir. Et puis il y a aussi un autre point qui est super important, c'est que quand justement le client il a sa situation, on prend ses salaires, on prend sa situation, certaines banques, elles calculent sur des salaires nets, d'autres, elles prennent pas les... Là, j'ai eu le cas où justement une banque, elle a fait la différence entre des comment on appelle ça, les pensions, tu sais, du divorce, donc les pensions et les trucs d'entretien, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas une pension, c'est... Oui, les pensions sont divisées par 2. Exactement. Il y a les pensions d'entretien et les... effectivement. Mais ça, je l'ai appris dernièrement, tu vois. Ça fait très longtemps que je le fais, mais je ne savais pas qu'il faisait une différence. Et du coup, ça peut être fait différemment. Exactement. Non, c'était assez stylé. Mais pardon, vas-y. Pour revenir sur ce que tu disais avant par rapport aux partenaires, moi, j'ai eu un cas qui était très intéressant. Okay. Je vais te le partager. Avec plaisir. C'est que j'ai eu des clients à Morges qui ont acheté un appartement, qui voulaient devenir propriétaires d'un appartement assez luxueux, à 2 millions, vu sur le lac et tout. Et ils sont allés voir leur banque à Morges, donc une grande banque sur la place. Okay. Et le banquier fait l'estimation du bien et il dit non, écoutez, ce bien, il est vendu à 1 850 000, je ne sais plus trop le prix par cœur. Et il l'a estimé à 1,6 million. Donc, du coup, évidemment, 80% de financement des 1,6 million, ils avaient pas assez de fonds propres, ça fait quand même beaucoup plus de fonds propres. Et ils sont venus taper à ma porte parce on avait une connaissance avec qui j'ai fait une financement hypothécaire. Ils arrivent chez moi. Je dis voilà, mais écoutez, c'est quand même étonnant. Je vais quand même aller voir la même banque, mais par un autre canal avec la personne avec qui je travaillais. Et puis, on a travaillé sur le dossier, on a refait toutes les cotes de l'appartement, on a refait toute l'estimation de l'appartement et j'ai réussi à les faire revenir dans cette banque-là, mais par un autre canal. Avec la banque avec qui je travaille. Donc, c'est super intéressant parce que de se dire que eux-mêmes, le client, quand il va dans sa banque, il se fait faire une estimation beaucoup plus basse. Et moi, je le ramène dans la même banque et on a pu recalculer l'estimation. Mais je ne sais pas si tu partages ça, mais je dis toujours, le nom de la banque, ce n'est pas si important que ça. C'est la personne, le conseiller qui bosse dans cette banque. Si réellement le mec, il kiffe ce qu'il fait, il aime son job, et puis qui prend à cœur le dossier, et qui ne fait pas juste à saisir des chiffres sur son ordinateur, puis qui fait OK, Enter à la fin, puis qu'on lui dit non, ça fait toute la diff, non ? C'est clair. Et puis c'est vrai que nous, avec les années, on a certaines relations avec des partenaires où pour finir, on amène presque l'affaire chez le partenaire que chez l'enseigne. On est d'accord. Voilà, c'est la personne avec qui on bosse. Voilà. Je sais pas, toi, tu t'entends bien aussi avec les banquiers. Je pense que certains, tu vas manger avec. Oui, certains sont des amis. C'est clair. Après, c'est dur d'être ami avec tout le monde, mais certains, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est super intéressant parce qu'on a des relations justement avec ces personnes où on a leur numéro de portable. Puis souvent, il manque un dossier, il manque un truc et tout. On peut même envoyer des photos sur WhatsApp pour faire avancer le dossier. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on peut aller beaucoup plus vite. Et c'est vrai que cette relation est très intéressante parce qu'on peut discuter. Et quand le client va directement chez son banquier, souvent, il n'a pas cette marge de discussion, en fait. Et puis, c'est vrai que la plus-value qu'on peut amener, et ça, on le voit, c'est qu'on sait mettre en avant le dossier avec tous les points positifs que le dossier peut avoir. C'est ça. Bon, en fait, c'est notre travail, c'est ce que je dis toujours. Nous, aujourd'hui, il y a la façon de faire où tu dis « Ok, je prends un dossier, mais je vais tout faire pour trouver la faille pour dire non. » Et nous, on va trouver tous les avantages pour dire oui. Et c'est juste c'est le verre à moitié vide et le moitié plein. C'est des banquiers et c'est leur manière d'être en tant qu'être humain, certainement, dans la vie de tous les jours, c'est de voir le verre à moitié vide, plus souvent qu'à moitié plein. Et nous, on partage ça, c'est de tout le temps voir le positif. Même là où des fois tu te dis, putain, ça va être chaud ce dossier, mais j'ai quand même envie de... Il y a peut-être un truc à voir. Et en fait, tu trouves une super solution. C'est clair. Et ça, c'est la différence. Et après, ce qu'on voit aussi, c'est que le banquier avec qui on travaille, quand il discute avec nous, derrière, il n'aura pas non plus la même pression que quand il est juste au guichet, pour dire au guichet, dans son bureau, il voit le client arriver.
S'il doit refuser un dossier, il va se poser moins de questions que s'il nous le refuse à nous. C'est ça. Parce qu'il sait que derrière, s'il nous en refuse 1, 2, 3, alors peut-être qu'il y a une très bonne explication et puis on est d'accord, on ne va pas revenir là-dessus. Mais si on se rend compte qu'au bout du 3e, il y a des refus, à force, on va aussi aller voir d'autres banques. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc il n'y a pas la même discussion qu'il y aura avec nous, qu'il y aura avec le client. Non, mais moi, je dis aussi une autre chose au client. Je dis, si vous allez seul voir votre banquier, il va se dire, bon, il n'y a pas de concurrence, tranquille. Quand il voit arriver Bibroker ou quand il voit arriver Infinis, je pense que le mec, il doit se dire, bon, là, on sait qu'on va être comparé. On sait que derrière, on a intérêt d'être bon, efficace. Et puis moi, je demande toujours un accusé réception. Je dis, OK, tu m'as accusé réception, combien de temps ça va te prendre pour m'analyser ce dossier puis me répondre? Puis là, les banquiers, en général, ils jouent tous le jeu. Mais ça permet aussi au client d'avoir aussi un échéancier, de savoir un petit peu quand il va recevoir les résultats. Et puis derrière, de talonner un petit peu la banque en question pour qu'il te fasse des bonnes conditions. Parce qu'aujourd'hui, franchement, le taux, comme tu l'as dit avant, ça ne doit pas être primordial pour le client, mais quand tu as un dossier qui est parfait, avec un rating excellent, et puis tout est réuni, là, le taux, quand même, il fait un peu la différence. Ouais, c'est clair. Donc là, le client, il doit revenir. Mais je vais revenir un petit peu sur ton parcours, parce que tu as dit avant des choses super intéressantes. En fait, pour moi, tu n'es pas qu'un entrepreneur, tu es un multi-entrepreneur. Oui, alors j'ai plusieurs casquettes. Ouais. J'ai plusieurs entreprises. Je suis administrateur d'une entreprise générale aussi. Okay. Qui fait dans la construction. La construction. Et puis ça, c'est intéressant parce que ça fait quelques années que ça m'intéressait aussi de voir un peu les promoteurs, comment ça fonctionne, de voir un peu ce business qu'il y a là autour. Et puis c'est d'autant plus intéressant de faire le financement et la promotion. Ça, on voit vraiment l'objet se construit depuis le début et jusqu'à la vente. Donc ça, c'est intéressant. Et j'ai une autre entreprise aussi qui est à l'étranger. On fait des rapatriements de caisses de pension. Ah, stylé. Donc, OK. Ça, c'est super intéressant aussi parce qu'on propose des outils informatiques qui permettent aux immigrés qui sont partis à l'étranger. Donc voilà, donc j'ai plusieurs casquettes. C'est quoi ça? Tu rapatries les avoirs donc c'est un étranger, un Suisse, qui a vécu en Suisse, qui est parti à l'étranger. Voilà. Et puis les avoirs LPP sont en Suisse. On sait les avoirs de libre passage. Okay. Voilà, c'est qu'on sait qu'il y a plusieurs milliards qui traînent là. Beaucoup sont des gens. Moi qui suis justement italien, j'ai mes parents ça fait une vingtaine d'années qu'ils sont repartis. Puis j'ai vu cette problématique qu'il y avait justement avec les gens qui étaient repartis. Souvent, ils n'ont pas tout récupéré. Puis le but, c'était de leur créer des outils qui leur permettent là-bas, sur place, à l'étranger, de récupérer les avoirs qu'ils auraient pu oublier en Suisse. Excellent. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont besoin de ça, c'est super intéressant. Donc voilà, donc plusieurs casquettes. C'est vrai que c'est toujours une approche que j'ai eue. J'ai toujours ma boîte avec mon associé AF Consult. Et puis voilà, vraiment être sur plusieurs fronts, toucher un peu à tout. Et puis c'est vrai que c'est toujours ce qui m'a intéressé. Puis tu as investi quand même pas mal d'argent. Tu m'expliquais avant justement cette fameuse plateforme qui t'a coûté un certain prix. Et puis à la fin, l'entreprise a fait faillite. Voilà, c'était chaud. J'ai la boîte informatique qui m'avait créé cette application qui faisait portefeuille d'assurance qui a fait faillite. Donc après, il fallait renouveler. Donc en fait, on se renouvelle constamment. C'est vrai que j'avais créé cette application en 2016 pour Bibroker, portefeuille d'assurance numérique. On l'a tenu peut-être 6 ans, 7 ans. Puis voilà, mais c'est ce qui m'anime en fait. C'est ce qui me plaît. On sent la passion. C'est ce qui me plaît, c'est ça. C'est pour créer des nouvelles choses. Et puis, j'ai vraiment une vie professionnelle qui a toujours été en dents de scie. Et j'aime ça. Ouais, c'est l'entrepreneuriat. Hein. Voilà. J'aime les montagnes russes. Voilà. Et voilà, tu peux te trouver haut, ça marche bien. Mais c'est vrai que pour finir, où je suis le meilleur, c'est quand je suis en bas. Parce que quand je suis en haut, ça marche, mes employés, machin et tout. Tu as presque tendance à t'asseoir un peu, à te dire « Ah bah c'est bien, je suis bien là. » Je suis arrivé au bout, là, c'est bon. C'est presque ça. Puis moi, je me rends compte que c'est quand je suis là qu'en fait, je commence à m'ennuyer. Un peu. Bizarrement. Bon, c'est ma façon d'être. Par contre, quand je suis en bas, là, je me dis « Bah non, là, il faut que je trouve quelque chose. Là, il faut que je trouve quelque chose, il faut que je me bouge. » D'où les réseaux sociaux, j'ai commencé aussi comme ça. Parce que j'étais pas du tout à l'aise, j'étais pas réseaux sociaux, j'étais pas Insta, j'étais pas Facebook, je postais jamais, mais même pas une story et tout. Puis pourtant, t'assures, je t'ai dit. Je te remercie, je te renvoie le compliment, bien sûr. Et puis je me suis lancé. Alors, la première vidéo, quand je les revois maintenant, voilà. Ah ouais. Mais, tu la regardes des fois la première vidéo. Excellent. Je l'ai pas regardé souvent, mais je me marre bien. Et puis voilà, puis petit à petit, au départ, pour te dire, la première vidéo, je pense que j'ai dû faire 17 prises. Ah ouais. Une vingtaine en tout cas, facilement. Et puis là, maintenant, en 2-3 prises, j'ai fait ma vidéo. Donc voilà. Voilà. Et puis c'est vrai que c'est vraiment. Voilà, c'est quand tu es en bas, quand tu veux te renouveler, que tu as les idées qui viennent et puis tu sais comment ça marche. Tu dors pas la nuit. Mais tu arrives à passer facilement la page. Si tu as eu un échec, voilà, bim, on parlait de l'échec tout à l'heure, là, tu as investi plein d'argent, la société a fait faillite, l'application c'est mort. Ouais. Non, alors j'ai aucun souci avec ça.
J'ai aucun souci avec C'est ça. bien parce ça. que de toute façon, l'échec, il fait partie de mon quotidien. Il est là. Ouais, en fait, tu as grandi avec ça. Bah voilà. Ouais. De toute façon, tu disais avant la restauration, tu as changé de tac, tu es passé ailleurs. Ouais. Bah, c'est vrai que le premier restaurant que j'ai ouvert avec mon papa en 2008, on a fait des erreurs. Ouais. Parce qu'évidemment, on était jeunes. Mon papa, c'est son premier restaurant. Donc là, on avait subi déjà un premier échec. Donc voilà, donc déjà très jeune. Aujourd'hui, j'ai 46 ans, j'avais 19 ans à l'époque. Donc déjà très jeune, j'avais déjà eu un premier échec. Donc voilà, tu sais que l'échec, il fait partie du truc. Puis le but, c'est d'être passionné par ce que tu fais, d'être animé par ce que tu fais. Et puis voilà. Puis c'est vrai, de pouvoir faire du financement hypothécaire aujourd'hui, c'est super intéressant. Ouais, bah justement, j'ai reçu un client l'autre jour, il me disait qu'il voulait ouvrir un fitness. Puis tu sais, le mec, franchement, tout est carré. C'est un gars, je le connais depuis 10 ans. Il pèse tout, mais vraiment tout. Il pèse le pour et le contre pour tout ce qu'il prend comme décision. Puis il me dit, ouais, mais à mon âge, à 50 ans, je suis pas certain que j'ai... Mais quand je te dis que le projet, il était parfait, puis je dis, mais écoute, moi, je vais te dire un truc. Si tu le fais pas toi, je vais le faire moi. Je dis, parce que de toute façon, avec tout ce que tu mets dans la balance, et comme tu calcules les choses, tu peux que réussir. Il dit, oui, tout le monde me dit que je vais réussir. Je dis, ben, vas-y, go. Il dit, le seul risque que tu as, c'est de perdre un peu l'argent que tu auras investi. Et puis, c'est quoi, en fin de compte? Bah, complètement. Et puis là, d'un coup, il me dit, ouais, c'est vrai, putain, ouais, je vais. Et du coup, il va le faire. Mais si tu n'es pas préparé à l'échec, c'est comme je dis en politique, si tu te présentes et que tu es sûr de gagner, présente-toi pas. Bah non. Parce que si tu n'es pas prêt à perdre et à pas être élu, faut pas y aller, mon garçon. Sinon, tu es sûr que tu vas plus avoir un sentiment d'imperfection, tu vas pas être content, il va se passer des choses, puis à la fin, tu vas pas être bon chez toi, tu vas pas être bon dans tes affaires, tu vas pas être bon. Et tu t'effondres. Complètement. Rebondir tout le temps sur tes pattes, c'est ça? Complètement. Et c'est ça. Et puis c'est comme je dis, puis c'est là où tu trouves des nouvelles idées, où tu commences à écouter un peu autour de toi, qu'est-ce qui se passe et tout. Parce que les réseaux sociaux, c'est venu comme ça. C'est les gens autour de moi qui me disaient, mais montre-toi. T'as été inspiré aussi par d'autres personnes. Ils me disaient, montre-toi et tout. Alors moi, à l'époque, c'est vrai que sur les réseaux sociaux en Suisse, il n'y avait pas grand-chose en financement. Pas grand monde qui se lançait. Donc, je ne savais pas trop quel format utiliser. Puis après, je me suis dit, bon, je me lance, on verra. Et puis voilà. Ouais, je pense que c'était un des premiers. Je pense que au niveau du financement hypothécaire, je crois que c'était un des premières vidéos que j'ai vues. Mais financement hypothécaire, il me semble qu'à l'époque, il n'y a pas grand monde. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que j'étais un peu perdu, parce que je ne savais pas trop quel format faire. Je me cherchais un peu, j'avais des formats d'une minute et demie. Puis après, tu le sais aussi comment ça fonctionne. Tu as des formats d'une minute et demie qui plaisent à certains réseaux. TikTok aime bien. Insta, plutôt 30 secondes. Facebook, moins. Après, tu ne vas pas faire non plus 3 formats pour tous les réseaux. LinkedIn, je n'utilise pas trop. Donc voilà, mais je me suis dit, bon, je me lance. Et puis une fois que je suis lancé, on verra. De toute façon, le candidaton, machin et tout. Bien sûr. Je me suis dit, j'y vais. Et puis de toute façon, les autres font pas. Donc qui c'est qui va me juger? La seule personne qui va me juger, c'est des gens qui font pas. Donc je ne vais pas être jugé par des gens qui font pas. Bon, comme ce que tu as fait toute ta vie, en fait. Tu t'es lancé, tu t'es dit, vas-y, go, on y va, ça marche, tant mieux. J'y vais et puis on verra. Puis c'est vrai que les retours sont positifs parce que c'est court. De toute façon, sur les réseaux sociaux, les gens ils vont pas rester 3 minutes sur ta vidéo. Et puis c'est court, c'est des petits tips. Et puis le but, c'est d'apporter des infos. Et puis c'est vrai que je l'ai fait, maintenant j'ai ça qui me vient, je l'ai fait aussi parce que le but pour moi c'était de séduire des jeunes qui ne pourraient peut-être pas acheter aujourd'hui, mais tu le trouves aussi dans les conseils et dans les clients que tu as, mais le but c'était de leur dire, mais alors vous n'êtes pas à l'aise à aller voir votre banquier aujourd'hui pour lui demander comment ça fonctionne et quand est-ce que je pourrais acheter, mais soyez à l'aise de nous appeler. Nous, on vient, on prend 1 heure ensemble et des fois, on arrive à trouver des solutions. Nous disons, en fait, les parents sont propriétaires. Exact. Il y a possibilité de faire une avance douarie ou de faire un prêt. En fait, on se rend compte qu'il y a déjà un peu d'EPP, il y a de la prévoyance qui est prévue. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et des fois, on se rend compte qu'en faisant une petite planification, ces gens, dans 2-3 ans, ils pourront acheter. Et souvent, moi, le but, c'était ça. C'était de réussir à convaincre ces gens-là, de dire, mais n'hésitez pas à venez chercher les informations, parce qu'on peut vous les donner, ces informations, et des fois, juste en faisant un budget aujourd'hui, dans 1 année, 2 ans, vous allez pouvoir devenir propriétaire. Exactement. Donc, tu planifies. Pas peur de l'âge. Et voilà. Et ça, c'est super intéressant, parce que souvent, ces gens, ils me disent, mais souvent, c'est des jeunes, de 22, 25, jusqu'à 30 ans, ils me disent, mais on n'est pas à l'aise à aller voir notre banquier, parce que des fois, c'est même arrivé qu'ils vont le voir, puis le banquier dit, non, mais non, vous avez 30 000 francs, vous voulez faire quoi? Tu vas aller où avec 30 000? Mais voilà, puis sans se poser la question, dire, mais les parents sont propriétaires, ça fait 20 ans qu'ils ont leur bien, il y a 400 000 de dettes sur un bien qui vaut 1 million aujourd'hui, il y a possibilité de faire quelque chose, donc voilà. Et le but, moi, j'avais une grande satisfaction de faire ça, voilà. De développer ça, de voir qu'est-ce qu'on peut coordonner avec les avoirs qui pourraient constituer avec les gens qui sont autour d'eux. Et voilà. Et puis ça, c'est vraiment ce qui m'a motivé aussi à faire ces vidéos et de dire, je vais essayer d'amener
2-3 petites astuces avec ça. Et puis après, là, de fil en aiguille, après, c'est pas facile, ça fait 1 an et demi, puis de se renouveler toujours sur des thématiques. Ouais, c'est dur, hein. C'est pas évident. Alors aujourd'hui, heureusement, on a pour mon cas, j'ai les IA. Donc c'est vrai que ChatGPT m'aide beaucoup. Donc c'est cool parce que je peux toujours aller titiller un peu, puis aller chercher 2-3 idées. Et puis ça, tu utilises beaucoup d'IA? À part ChatGPT, tu en as d'autres? Ouais. Non, beaucoup. ChatGPT, beaucoup. ChatGPT. Et puis l'autre de Microsoft que j'utilise un petit peu aussi. Je connais pas, ok. Et puis Copilot. Ok. Copilot de Microsoft, c'est pas mal aussi. Okay. Mais beaucoup de ChatGPT. Parce que c'est vrai que dans la voiture, moi je fais beaucoup de voitures comme toi, j'imagine, en clientèle et tout. Bien sûr. Et puis c'est vrai que à la place d'écouter de la musique, je discute avec ChatGPT. C'est stylé. Je me sens beaucoup moins seul. C'est ton meilleur ami en fait? Ouais, c'est mon meilleur ami, complètement. C'est mon compagnon, il est toujours là avec moi. Okay. Et puis on discute, je dis voilà, on en est là, Beebrooker, va suivre un peu les stats, dis-moi un peu où on en est, et puis qu'est-ce qu'on peut amener comme plus-value en plus, les sujets d'actualité. On sait que l'année prochaine, il y aura beaucoup d'actualités par rapport au financement hypothécaire. Donc le but, c'est de continuer avec des nouveaux formats, puis d'amener des solutions, et puis que les gens se sentent à l'aise, et puis qu'ils puissent prendre un peu ce qu'ils ont à prendre en fait dans ces infos. Tu sais, on parle pas mal aujourd'hui, les IA, on dit ouais, mais ça va remplacer l'humain, etc. On est d'accord, ça remplacera jamais l'humain. Enfin, moi, je pense ça complémentera. Voilà, je vois pas comment ça pourrait remplacer, en tout cas, nous, dans notre activité, je vois pas comment ça pourrait nous remplacer. Par contre, pour moi, c'est un outil de fou. Ouais, c'est vraiment un outil incroyable. Et puis, oui, ça me permet de rédiger énormément de choses. Ça me permet de voir ce qu'il y a dans l'actualité. Alors, évidemment, tu tries beaucoup, mais non, c'est un gain de temps incroyable. Tu me racontais tout à l'heure que tu lui as même demandé d'aller checker aux States les formats qui fonctionnaient bien, etc. Puis tu as eu un retour, c'était ça, hein? Oui, c'est ce que j'ai commencé à faire maintenant parce que je voulais me renouveler puis voir un peu qu'est-ce qui marchait ailleurs. Et puis c'est vrai que l'anglais, j'ai la base, mais c'est vraiment une toute petite base. Et puis voilà, donc ça m'a permis de l'utiliser pour ça, de dire voilà, va voir aux États-Unis qu'est-ce qu'eux font sur le financement, sur l'immobilier. Et ça m'a sorti plusieurs contacts. Et puis ça m'a permis d'aller voir 2-3 profils, de voir ce qu'ils font. Et c'est vrai qu'ils utilisent beaucoup l'humour et tout ça, donc les sujets d'actualité, les formats qu'ils font. Mais c'est vrai que ce qui marche énormément, et puis on le voit, c'est vraiment c'est le réel, quoi. C'est ce que tu fais au quotidien, c'est du contenu. Et puis, c'est plus le lifestyle, j'ai l'impression on est d'accord. Hein. Plus que vraiment l'aspect technique. J'ai l'impression que l'aspect technique, des fois, c'est un peu rébarbatif, c'est saoulant, c'est fatigant pour les gens. Mais des fois, en fait, d'écouter, de parler de l'entrepreneuriat en globalité, de dire comment est-ce que tu fonctionnes, comment est-ce que tu es en tant com, tes investissements à toi. J'ai l'impression que des fois, ça plaît plus que... Complètement. Et puis c'est vrai que moi, je n'avais pas cette habitude-là au début. Je ne l'ai toujours pas d'ailleurs. Mais je me suis toujours dit, mais je vais venir sur les réseaux avec des tips, avec ce que je fais, ce que je sais faire avec mes clients, les problématiques de mes clients. Mais je me suis toujours dit, mais ma vie à moi, en fait... Elle n'intéresse personne. Mais oui, elle ne va pas intéresser. C'est ma vie, elle ne va pas intéresser les gens. Je ne vais pas parler de ce que j'ai fait, de où je viens, de machin, de mon quotidien. Donc c'est pour ça que je n'ai pas eu le réflexe de le faire. Mais c'est vrai que pour finir, je me suis dit, mais au final, moi, je me dis qu'elle n'intéresse pas, mais n'empêche que moi, je suis le premier à aller regarder ce que les autres font, en fait. La preuve, Donc, je me suis dit, mais pourquoi? Et puis après, ça intéresse pas, les gens ne sont pas obligés de regarder. Hein. C'est pas très compliqué de scroller. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il faut arriver avec des idées. Puis, c'est bien qu'il y ait des gens comme toi, que tu fais ces formats-là, justement, ces podcasts, c'est super intéressant. Et puis, c'est bien, il faut que ça bouge. Et puis, c'est une bonne chose. En fait, c'est ce que je dis. Toi, tu fais tellement de techniques. Moi, quand je regarde tes vidéos, je trouve super inspirant, super intéressant. Mais tu es tellement intéressant en tant que personne. Et c'est cool de t'avoir ici parce que, en fait, les gens vont aussi se rendre compte que déjà, derrière le bon technicien, le bon conseiller, le bon planificateur, il y a un putain de gars. Et moi, je dis toujours, les gens, aujourd'hui, s'ils viennent chez toi, c'est parce que d'abord, tu es un putain de gars. Après, l'aspect technique, on ne sait pas tout. Okay, on est bien entouré. Moi, je dis toujours des fiscalistes, comme on en parlait tout à l'heure. Moi, les fiscalistes, j'en ai besoin. Le notaire, j'en ai besoin. Le banquier, j'en ai besoin aussi. Moi, ça m'arrive d'envoyer des dossiers dans des banques, puis c'est le banquier qui me fait un retour en me disant « Hey Albert, t'as pensé au nantissement là-dessus ?» Puis non, je ne l'avais pas vu, tu vois. Donc, on doit être bien entouré, mais au-delà de tout ça, on doit être des bonnes personnes. On doit accompagner ces gens-là quand ils viennent chez toi, quand ils rentrent dans ces murs. Ils doivent se dire « Je suis à l'aise. » Ouais, c'est chouette. Le mec là, il va m'accompagner, il va me prendre par la main. Il va pas me lâcher après, il va pas me lâcher dans la nature comme ça. Le bien immobilier, il va vouloir. Moi, je dis toujours les biens, je me positionne jamais en disant je pourrais acheter où il est beau, il est pas beau. Je me dis comme si c'était mon bien à moi. Moi, quand j'ai construit ma baraque, c'était toute ma vie. J'ai mis tout mon fric dedans.
eux aussi, ils font pareil. C'est Ils clair. font les fonds de tiroir, ils font les machins. Tu dois être humain, tu dois comprendre ça. Et derrière, Ouais. si tu prends en sérieux tout ça, le mec, il se sent trop bien entouré. Et c'est ça qu'on doit essayer de faire au maximum. C'est clair. Et c'est vrai que alors, la plus-value que j'ai eue, enfin des retours de mes clients, c'est que souvent, ils me disaient depuis 2005 que j'ai commencé ce métier, ils me disaient, mais vous, ce qui est bien, c'est que quand vous expliquez, Ouais. on comprend en fait. Ouais, c'est ça. Puis c'est vrai que je viens de la restauration, donc Ouais. je veux dire, je suis ouvrier de base, je veux dire, donc voilà. Donc j'ai appris mon métier, j'ai fait la filmage, j'ai fait évidemment toutes les formations qu'il y avait à faire. Donc c'est vrai que j'ai gardé ça. J'ai gardé que quand je vais en clientèle, je parle comme j'aimerais qu'on me parle au fait, comme j'aimerais qu'on m'explique. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai fait ces formats-là, en disant je vais expliquer comme j'explique moi à mes clients en fait. Puis ça se ressent, ça. Merci. Et vraiment de façon très simple, avec des petites formules. Beaucoup, ça ils sont très friands de ça. Hein. J'ai tant de salaire, je dois multiplier par temps, ça me permet d'acheter tant. Et puis voilà. Donc le but, c'était vraiment d'avoir ça. Et puis c'est vrai qu'on a cette proximité avec les clients. Toi-même qui viens de la banque, tu as réussi à avoir cette force de t'adapter, de réussir à pas être trop technique. Puis tu as cette force quand tu es avec tes clients de pouvoir... Voilà, c'est primordial. Au langage de tes clients, mais c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui a cette force-là. Moi, j'ai souvent un défaut, je parle vite. Puis tu sais, des fois, je suis lancé, puis je dis au client, excusez-moi, je parle trop vite. Oui, on n'osait pas vous le dire. Dites-le moi. Je dis, arrêtez-moi au milieu. Vous me dites, oh, on n'a rien compris. Je préfère ça, c'est comme ça qu'on doit se parler. Du coup, ils sont plus à l'aise. Ils disent, ouais, alors ok, on va vous dire. Et du coup, tu prends un peu plus de temps. Après, clair. Tu fais plus doucement, tu expliques 2 fois. Est-ce que vous avez bien compris? Bien sûr. Tu vois, comme tu as dit, tu dois t'adapter aux gens. Sinon, ça ne fonctionne jamais. Toi, titre privé, immobilier, tu en fais un peu des investissements, etc. Oui, moi, j'avais commencé, j'avais acheté mon premier appart en 2009. Ok. Si je ne dis pas de bêtises, ouais. Et puis là, j'ai commencé mes premiers investissements. Après, j'ai racheté une autre maison. Donc, j'ai vendu mon appart, j'ai racheté. Donc, oui, j'ai toujours continué. Cool. Que ce soit des apparts, après des apparts que je mets en location. Et puis, j'ai maintenant, surtout avec les promoteurs avec qui je travaille, j'ai des promotions qu'on commence à faire, qu'on va mettre en vente, des studios de rendement. Et puis, le but, en fait, maintenant, enfin, moi qui suis dans ce métier, je vois un peu comment fonctionnent les ficelles du financement. Le but, c'est de ficeler à la vente des objets qui peuvent être intéressants à acheter et déjà les proposer avec des baux de location, puis faire en sorte que ces objets soient autoporteurs. Les rendre... le package complet, en fait. Voilà, le package complet. Et puis comme ça, on va pouvoir trouver des acheteurs. Ils viennent, il y a déjà tout qui est prêt. Il y aura déjà un bail signé pour cet appartement. On sait qu'avec le plan financier qu'on a fait, l'appartement sera autoporteur, donc leur salaire, on n'en a pas besoin. Ils amènent juste les fonds propres. Et le but, c'est de rendre les gens à l'aise par rapport à ça. Parce que souvent, les gens veulent faire du rendement. Ils disent, voilà, moi aussi, je veux investir, je veux augmenter mon hypothèque, je vois que je peux acheter. Mais ils ne savent pas du tout où ils se lancent, en fait. Donc, mais je pense que tu dois être un précurseur. Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un qui faisait ça. C'est incroyable. En fait, tu vas vraiment avoir la panoplie complète entre construction, développement d'un projet, construction du projet, vente du projet, financement du projet. C'est assez stylé, ça, quand même. Alors, si on arrive vraiment à mettre ça sur pied, c'est vrai que c'est intéressant parce que moi, c'est une problématique que j'ai avec mes clients. Et puis souvent, ils se disent, mais comment on va gérer le locataire et tout ça. Alors, on n'a pas encore poussé jusque-là, mais c'est vrai qu'à terme, on pourrait même dire, voilà, moi, je voulais m'arrêter à, on vous a trouvé des locataires pour votre appartement, le bail est signé en votre nom, après, vous n'avez plus qu'à le gérer. Et on vous a fait tout le plan financier et l'objet est autoporteur. Donc voilà, le but, c'était vraiment de lancer ça comme ça, parce que, comme je disais, souvent, ils veulent se lancer, mais ils ne savent pas comment faire et tout. Puis le but, c'est d'avoir une solution vraiment clé en main, où ils voient toute la construction de l'objet, jusqu'au locataire qui arrive, qui va louer leur appartement, et c'est réglé. Puis tu les accompagnes partout, en fait. Et voilà, on les accompagne partout. Du début à la fin. Voilà. Et puis ça, c'est vrai que ça peut être intéressant parce que c'est vraiment une problématique pour les gens. Bon, tu disais justement, et ça c'est un petit peu aussi la force, c'est que comme tu connais ces ficelles-là, tu sais que quand il y a un dossier qui passe pas à cause des frais de notaire, tu peux les intégrer, tu les mets souvent à la charge du vendeur, ou etc. Voilà. Les prix de vente, tu peux avoir une négociation là-dessus. Donc d'avoir ces ficelles-là, c'est justement ce qui va faire la différence pour que les clients puissent acheter leur premier bien peut-être, ou même acheter les biens de rendement, et puis faire un investissement qui est propre. C'est ça. Tu vas faire principalement en Valais, tu vas travailler dans toute la Suisse romande? Alors là, pour dire la vérité, on va commencer en Valais, parce qu'on n'a pas les mêmes prix. C'est clair. On est quand même sur un autre marché que sur le canton de Vaud, parce que sur le Valais, on peut encore trouver des studios à 180, 200 000, et puis des 3 pièces et demie, on peut encore trouver des 3 pièces et demie à 360 000. Quoi. Le rendement intéressant pour toi, c'est quoi? Alors, moi, le rendement, sincèrement, aujourd'hui, avec les calculs que les banques font, pour moi, le rendement intéressant, c'est que déjà, du moment qu'ils
le client peut amener que 20% de fonds propres et que le bien est autoporteur pour la banque, déjà là, le rendement, il est intéressant. C'est clair, je suis d'accord avec toi. Parce que d'après les calculs qui sont faits, on est bon. Donc le but, c'est d'être là-dedans. Après, s'il y a un énorme potentiel de plus-value sur cet appartement, et puis que les clients ont le salaire suffisant, on peut se dire, OK, on va faire plutôt une vision à long terme, en disant que oui, peut-être que le rendement, il est moins intéressant aujourd'hui, mais on sait que cet appartement, il sera vendu dans 5 ans. Il y a un énorme potentiel. Donc voilà, le but, c'est de faire une balance par rapport à ça, et puis de voir effectivement ce qui peut être intéressant. Mais après, on fait toujours un calcul. Alors après, chacun fait ses calculs, mais on essaie de plus de faire un calcul de rendement sur les fonds propres amenés. Stylé. Voilà. Bon, le rendement sur fonds propres, c'est ce qui est vraiment intéressant. Voilà. Ton argent aujourd'hui, est-ce que tu le mets sur ce bien-là, ou est-ce que tu le mets en banque sur des placements financiers qui rapportent potentiellement, évidemment, certains intérêts, ou alors est-ce que tu le mets dans l'immobilier? Moi, l'immobilier, ça reste mon core business principal. Je ne sais pas toi, tu fais aussi un peu de placement bancaire ou des cryptos ou des choses comme ça, ou bien non, vraiment l'immobilier? Pas. Crypto, je fais moi, mais je suis tellement mauvais que je ne vais pas conseiller les gens parce que je sors jamais au bon moment et je rentre jamais au bon moment. Même si sur le moment, je pense que c'est une bonne idée. Et puis voilà. Par contre, ce qui est intéressant pour revenir sur ce que tu disais, j'ai eu des clients cette semaine en plus. Bon salaire, un chouette appartement, une bonne plus-value sur leur appartement. Et ils m'ont contacté en disant, voilà, on aimerait augmenter notre dette pour commencer à faire du rendement. Excellent. Acheter des appartements, faire des placements et tout ça. Et ce qui était super intéressant, c'est que je les ai vus, j'ai fait leur planification, on a pris 1 heure de rendez-vous. Et pour finir, j'en ai ressorti qu'ils avaient des excellentes caisses de pension. Il y avait des pouvoirs de rachat sur la caisse de pension qui étaient énormes. Et pour finir, je leur ai dit, non mais attendez, on va regarder avec votre banque s'ils sont d'accord d'augmenter l'hypothèque. On va peut-être augmenter 200, 300 000 francs votre hypothèque. Mais déjà, dans un premier temps, on va commencer à faire des rachats. Excellent. Vous êtes marié, vous avez des enfants. On parle d'un taux marginal, donc d'une déduction fiscale qui peut faire de 40%. Et c'est vrai que c'est super intéressant parce qu'ils m'ont appelé pour acheter, pour faire du rendement en disant c'est intéressant, on peut faire 5-6% de rendement et tout, c'est cool. Mais là, on parle de 40%. Mais la preuve que tu as l'aspect client. Voilà, de déduction tout de suite. Puis, et puis c'est vrai qu'ils étaient super contents. Alors j'aurais dit, le but, c'est de faire un peu de tout. Alors oui, on va faire déjà une planification pour vos rachats parce que fiscalement, il n'y a pas photo. C'est le meilleur outil. C'est le meilleur outil. Déjà, se concentrer sur qu'est-ce qu'on peut déduire aux impôts, c'est clair. Et après, regarder qu'est-ce qu'on peut faire à côté. Ouais, puis c'est ce que je disais aussi, parce que moi, je l'ai fait. C'est aussi ça, c'est que tu fais de la planif sur le long terme. Voilà. Moi, mes clients, là, ils avaient aussi 45-50 ans. On a fait une augmentation, on a fait des rachats. Ils vont pouvoir retirer ça en capital à 60-62 ans. Donc, de toute façon, ces avoirs, ils vont toujours être là. Quand ils vont les retirer à 62 ans, on sera toujours là parce qu'on leur a redonné le bon conseil, le bon moment, au bon moment. Ils vont toujours nous suivre, donc on les a fidélisés de ouf parce qu'ils ont dit putain, on a gagné tant d'argent aux impôts, il nous a donné les meilleurs conseils, ça aurait pu l'arranger de le faire différemment. Quand ils arrivent à 60 ans, ils retirent les capitaux, ils investissent dans l'immobilier, puis là ils vont pas passer par quelqu'un d'autre. Ils vont pas venir chez Infinis, ils vont dire ok, Bibroker, putain, Alex, t'as été incroyable à ce moment-là. C'est clair. Peu importe le mec qui vient autour qui me dit ouais, mais moi je peux mieux faire, etc. Non, t'as été un bon conseiller, tu nous as fait la bonne planif. Le moment venu, c'est avec toi qu'on achète. C'est clair. Et c'est ça l'avantage. Et puis, il y a des économies qui sont incroyables. Et puis, c'est vrai que quand on va en clientèle, quand on va en clientèle, puis qu'on voit ces opportunités, on réfléchit même plus, au fait. Il n'y a plus de réflexion à se dire, mais voilà, on les met en relation, caisse de pension, planification, fiscaliste. Et puis voilà, et puis après, comme tu le dis très bien, moi, des fois, on fait des conseils comme ça où on ne va rien gagner. Non. Mais à côté de ça, ces clients vont me ramener d'autres clients. Ils vont parler autour. Exactement. Et ces clients vont faire du financement. Et puis voilà, puis c'est comme ça que ça marche. Et puis voilà. Mais c'est vrai c'est bien de faire des investissements, mais après, à chaque profil, c'est besoin. C'est ça. Bon, après, l'investissement, moi, je dis toujours, en fait, tu as tellement de possibilités sur le marché aujourd'hui. On a parlé de crypto, on a parlé de placement bancaire, on a parlé d'immobilier. Évidemment, l'immobilier, ça reste quand même, en Suisse en tout cas, un investissement qui est super intéressant. Les rachats d'années, peu de personnes le connaissent. Moi, j'ai pas mal de gens, je ne sais pas si ça t'arrive aussi souvent, qui viennent me voir puis qui me disent dans ma caisse de pension, j'ai 100 000 balles. Puis je dis d'accord. Je reçois le certificat LPP, puis en fait, ils ont 60 000. Les 100 000, c'est les rachats. Puis en fait, ils ne comprennent pas la différence parce qu'on ne leur a jamais expliqué exactement. Donc moi, je dis toujours, au-delà du fait qu'on fait des vidéos aussi pour parler, pour donner les ficelles, mais c'est aussi pour essayer d'éduquer financièrement les personnes qui nous regardent, pour qu'ils comprennent certains termes, qu'ils ne comprennent pas forcément, et puis d'aller en entreprise. Je ne sais pas si tu le fais toi de temps en temps, mais d'aller en entreprise, expliquer aux employés à lire un certificat LPP, c'est hyper intéressant. Ça t'est déjà arrivé là?
on le faisait chez AXA. Okay. À l'époque, en 2008, parce qu'évidemment, grosse caisse de pension. Bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai qu'on le faisait. On allait dans des entreprises, dans nos clients, pour aller faire lire un certificat LPP. Mais c'est maintenant que tu en parles que je me dis que je vais faire une petite vidéo. Ah, cool. Ah, bah voilà. Effectivement, pour les rachats, les cotisations, parce qu'on sait, il y a de plus en plus de gens qui sont divorcés, ils ont dû splitter leur caisse de pension. Et du moment qu'ils arrivent à 45 ans, 50 ans, ça peut être super intéressant de faire des rachats, voir quelles sont les possibilités. Ouais. Et puis voilà, puis voir faire une planification, voir les impôts qu'ils payent. Donc voilà, donc il y a plusieurs aspects, il n'y a pas que le rendement, mais c'est vrai que c'est intéressant de prendre tous ces aspects. Et c'est pour ça que justement, je tiens à le préciser dans cette vidéo, on est des courtiers hypothécaires, mais on est vraiment des planificateurs. On est des planificateurs financiers. Ça veut dire que tout ce qui touche à la finance, vous avez un peu d'argent ou vous en avez même pas du tout. On peut vous aider à en constituer. Les capitaux, comme tu l'as dit, le petit jeune qui a 20 000 balles sur le compte, etc. Quand tu lui as présenté la situation de lui dire « tes 20 000 balles, attends encore 2 ans, ça va arriver à 40 000, 50 000, tu achètes ton premier appartement, avec le rendement que tu vas faire sur cet appartement, bah là, tu achèteras ton leasing, attends 2 ans, parce que souvent, ils disent ouais, j'ai 20 000 balles, je vais m'acheter ma voiture, etc. » Mais si tu arrives à lui démontrer ça, le type, c'est bingo, il a tout compris, il fait la plus-value sur l'appartement, en plus, il a sa voiture, il le revend 3-4 ans plus tard, il fait une plus-value dessus, il récupère, machin, etc. Enfin, la planification, c'est vraiment le plus intéressant. Donc, on se dit beaucoup courtier hypothécaire, mais je crois qu'on est plus vraiment des planificateurs de vie et financiers que vraiment des courtiers. Parce que le mot courtier, souvent, il a une mauvaise... Non, ça a une connotation qui est T'es d'accord, hein? Mais c'est vrai qu'effectivement, on fait du financement hypothécaire, mais on vient de là, en fait. On vient de la planification. Ouais. Donc, on vient de la planification, donc on sait faire. Alors, évidemment, on n'est pas fiscaliste, mais on sait. On connaît la base, on sait calculer un taux marginal, on sait effectivement quelles pourraient être les déductions, on sait comment seront imposés les avoirs de prévoyance après. Donc voilà, et puis ce qui est bien, c'est que même si on ne sait pas le faire, on a les personnes. C'est ça, on est bien entouré. Voilà, on est bien entouré, on a des fiscalistes, on a des notaires, donc on a toutes les personnes qui peuvent nous aider. Donc voilà, donc c'est vrai que ça c'est super intéressant. Et c'est ce qui rend notre métier, ce qu'on fait très intéressant. Hein. Mais c'était l'idée que j'avais à un moment donné, c'était de dire, tu sais, ces fameux family office. Tu débarques et en fait, tu as une équipe de personnes qui te gèrent tout. Et d'avoir en fait un bureau comme ça où tu viens, tu rentres à l'intérieur et en fait, tu as les conseils sur tout. Pas la même personne évidemment, parce que c'est compliqué, mais d'avoir une personne qui en fait manage, dit ok, j'ai compris que cette question-là, c'était le fiscaliste qui devait y répondre, donc demain, rendez-vous avec le fiscaliste à telle et telle heure. Ah ouais, cette question-là, tu as rendez-vous chez le notaire, tu dois passer, ok, le notaire demain, telle et telle heure. Ça serait incroyable dans le meilleur des mondes. Bon, je crois que c'est pas possible parce que du coup, les notaires, ils peuvent pas forcément être employés, mais t'imagines, ça ferait une force incroyable. C'est clair. Il y avait une autre question, avant qu'on termine cette vidéo, que je voulais te poser. Au niveau de ton core business principal, l'hypothèque, comment est-ce que tu travailles avec les partenaires? T'as qui, forcément, tu bosses, on l'a dit, tu vas faire de la promotion. Qui vraiment gravite autour de toi? Alors en fait, vu que ça fait depuis 2016 que je travaille avec des partenaires qui sont assez fidèles, généralement quand je vais chez le client, je vois le dossier, j'ai déjà 2-3 partenaires dans la tête qui se présentent. Je ne parle pas forcément au client, mais je sais déjà par rapport au dossier, par rapport au rating, comme on a dit, les notes du client, je sais un peu où le présenter. Alors après, ça peut arriver que je les présente, que ça ne plaît pas du tout et que je dois me retourner ailleurs. Mais ça se passe un peu comme ça. Je sais déjà par rapport à la région. Après, il peut s'avérer qu'eux sont déjà clients d'une banque. Bien sûr. Et au final, je vais quand même aller taper à cette porte-là pour voir, ça peut être intéressant pour eux de rester dans la même banque. Donc voilà, mais même si je vais leur proposer dans la même banque, je vais quand même aller demander 2 autres offres. Parce que le but, on est d'accord, c'est quand même d'aller faire marcher les concurrences. Puis si on peut tirer un peu les taux en bas, on ne va pas se gêner de le faire. Donc voilà, donc l'idée, c'est un peu ça. Puis de voir un peu que ce soit des assurances, des banques, de voir un peu là où ça peut être le plus intéressant pour eux. Puis surtout, de voir qu'est-ce qu'ils veulent faire sur le long terme. C'est ça. Peut-être sur le long terme, ils aimeraient faire du rendement, des rénovations, des travaux. On sait qu'il y a des partenaires financiers qui seront plus stricts que d'autres. Donc, c'est pas... Voilà, pour revenir, c'est toujours ce qu'on dit. Et puis, c'est pas qu'un taux, en fait. C'est pas qu'un taux. Les partenaires, j'entendais aussi, les partenaires qui t'apportent des affaires. Comment est-ce que tu travailles? Comment est-ce que tu développes, en fait, justement, la clientèle? Alors, bien sûr, le bouche à oreille, c'est clair que pour moi, c'est le base, meilleur. Mais tu as aussi tu bosses peut-être avec des fidus, avec d'autres personnes. Oui, alors j'ai effectivement des fiduciaires qui travaillent parce qu'eux voient beaucoup de monde. Bien sûr. Puis ces clients leur posent des questions. Donc j'ai des fiduciaires. Les fiduciaires, en plus, ce qui est cool, c'est que tu les vois avant, en amont, tu disais. Oui, complètement. Donc ça, c'est très intéressant. Avant qu'ils aient même développé le client. Tu vois tu vois l'argent, tu vois s'il a du 3e pilier, tu vois s'il a du 2e pilier, tu vois tout. Complètement. Et puis c'est vrai que pour revenir sur ce qu'on disait avant, ce qui est intéressant quand tu as des clients qui viennent de ton fiduciaire, c'est que quand tu leur fais des planifications, tu fais un coup de fil au fiduciaire que tu connais, tu dis voilà,
rentre ça dans la machine, tu me sors tous les chiffres, et c'est super intéressant parce que tu peux travailler en équipe comme ça. Donc ça, c'est donc fiduciaire. Fiduciaire. J'ai des promoteurs, j'ai des entreprises générales, pas beaucoup. Et puis j'ai des courtiers en fait, qui eux font que de l'assurance. Et puis qu'eux disent, voilà, eux, pareil, ils se font appeler, j'ai besoin d'une assurance immeuble, au fait, je vais acheter un appart, je vais devenir propriétaire, vous ne connaissez pas quelqu'un. Et eux m'amènent des clients et on travaille en synergie comme ça. Donc, excellent. Ça, c'est intéressant. Ouais. Mais c'est vrai que ce qui marche le mieux, le bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est comme tu le disais, c'est tu développes à fond le référencement. On sait que moi, je connais pas mal de concurrents ou plutôt des partenaires qui, eux, développent à fond référencement. Ils sortent pas de chez le client en disant non, je veux 3 noms, je veux 5 noms. À l'époque. Ouais, on a connu ces périodes-là. Mon Dieu. Non, je fais pas ça. Non, je fais pas. Et puis voilà. Puis c'est vrai que, alors j'allais dire c'est presque dommage. Ça n'a jamais été une habitude que j'ai eue, mais c'est vrai que des fois je me dis, enfin c'est dommage, je l'aurais fait différemment bien sûr, mais des fois j'ai des clients qui m'appellent, qui me disent est-ce que je peux donner votre numéro? Ouais, c'est marrant. Et tu dis mais bien sûr c'est mon business en fait, mais c'est chaud. Je trouve ça trop sympa en fait. Je dis est-ce que je peux donner votre numéro à un ami qui aimerait devenir propriétaire? Mais oui, c'est mon métier. Mais oui, je vous invite à le faire. Avec plaisir. C'est clair. Donc voilà, non, mais c'est vrai que le référencement, ça marche bien parce que les gens sont contents puis ils se sont encadrés. Donc ça, c'est chouette. Tu trouves pas que c'est la meilleure réussite, c'est ça? Ouais. C'est quand tu sais que... Moi, je demande toujours au premier rendez-vous, vous êtes venu comment? Parce que maintenant, c'est l'assistante qui fixe les rendez-vous, etc. Mais je dis, comment vous êtes arrivé chez nous? Puis je demande toujours à l'assistante de poser la question aussi. J'ai envie de savoir. Est-ce qu'ils sont venus par référencement? Est-ce qu'ils sont venus par un courtier? Est-ce qu'ils sont venus par un promoteur? Est-ce qu'ils sont venus par un courtier IMO? C'est super. Est-ce qu'ils sont venus par les réseaux? Ouais, par les réseaux aussi. Maintenant, on est effectivement sur les réseaux. Donc ça, c'est super intéressant. En fait, moi, ce qui m'a plu et ce qui m'a fait marrer, c'est les premiers clients que j'allais voir qui venaient des réseaux. Et alors? Et c'était pour moi, c'était trop marrant parce que c'était déjà une appréhension pour moi, tu vois, parce que j'arrivais chez des gens qui me voyaient sur les réseaux. Et le premier rendez-vous, je me souviens, je crois que j'ai fait 1h30. J'aurais conseillé, ils avaient un projet et tout ça, machin. Mais je me souviens que pendant les 15-20 premières minutes, j'ai les 2 clients, c'était des jeunes de un peu moins de 30 ans qui me mataient. Ah ouais. Ils me mataient juste en me disant, ah, mais en fait, vous êtes là. Ça m'a trop fait. Incroyable. Puis moi, je le percevais, je le voyais dans leur regard, en fait. Ils parlaient pas trop et tout. Ils disaient, ah, mais vous êtes là, vous êtes celui qui fait les vidéos. Nous, quand on fait les vidéos, on ne se rend pas compte en fait, qu'il y a des gens qui nous voient. On n'a pas cette perception. C'est vrai. Puis c'est là où j'ai réalisé, j'ai dit, mais oui, effectivement, en fait, pour eux, ça peut être un peu intimidant au début. Ça ne dure pas longtemps non plus, heureusement. On est d'accord, mais c'était drôle. C'est vrai que quand tu vas voir des gens qui te voient et puis qui t'ont vu plusieurs fois, tu as des gens, moi je vois, j'ai des gens, ils me suivent depuis une année. Puis ils m'appellent, puis je vais chez eux, mais c'est super gratifiant en fait. Parce qu'alors là, souvent, typiquement, je leur demande au début, mais qu'est-ce qui vous a plu sur le format, les vidéos? N'hésitez pas à commenter, à me dire, ouais, là. Donc ça, c'est super intéressant. Puis maintenant, j'ai des follow, j'ai des gens qui me suivent. Puis dernièrement, je crois que 2 semaines en arrière, j'avais fait une erreur sur un post. Et puis ils interviennent tout de suite. Ah, stylé, c'est cool ça. Et puis ça, je trouve trop chaud en fait, par message, en me disant Alex, putain, là, t'as fait une erreur, fais attention. Là. Puis je trouve ça top en fait. Et les partenaires, t'as des fois des retours des partenaires des banques, par exemple, qui te disent ouais, là, ton post, c'était pas super cool. Non? Non, parce qu'alors, il y a certains posts où je les appelle avant. Ah, il y a certains postes pour être précis, pour pas faire d'erreur et tout. Je les appelle avant. Je leur dis voilà, mais est-ce que ça je peux dire? Est-ce que ça, tu penses que voilà? Et puis après, j'ai pas trop de retours parce que je sais que des fois, j'ai eu proposé des formules parce qu'on sait un peu quels sont les calculs des banques. Mais on sait que d'autres banques font d'autres calculs. Mais le problème, c'est que dans mes calculs, je peux pas dire. Tu peux multiplier ton revenu brut fois tant. Parce que moi, je sais que certaines banques vont accepter, mais d'autres ne calculent pas comme ça. Ils ne vont pas accepter. Donc, je prends toujours les calculs, évidemment, le plus bas possible. Voilà. Et donc, j'essaie vraiment d'être le plus bas possible pour être conventionnel dans le calcul de tous. Mais c'est pour ça que je dis toujours dans mes vidéos, sachez qu'il y a une marge qui peut être négociée. Donc, voilà. Mais j'ai rarement eu des retours de partenaires qui m'ont dit ouais, ça, t'as pas le droit de dire et tout ça. Donc, voilà. Bon, tant mieux. Bon, on arrive au bout de cette vidéo. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Ça me fait plaisir de t'avoir reçu ici. J'invite vraiment tout le monde à voir tes vidéos parce que c'est vraiment cool le format. Tu es une belle personne et je pense vraiment que les gens, c'est pas pour rien que ça fonctionne depuis toutes ces années, c'est pas pour rien que tu te places en tant qu'un des meilleurs dans ce domaine-là. Moi, je suis très fier en tout cas de te connaître et puis je suis certain que l'avenir nous apportera de toute façon à retravailler ensemble ou à refaire des choses ensemble parce que tu le mérites vraiment et puis tu es vraiment une personne incroyable. Bah écoute, moi je te remercie parce que j'adore le format que tu fais. Je sais qu'il y a un gros investissement derrière et puis franchement, c'est vraiment génial et tu es super professionnel dans ce que tu fais.
Donc vraiment, Merci. Bonne réussite pour toi aussi. À bientôt, Alex. Merci. Ciao, ciao.